Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de Mikouba Télévision. Il est l'heure de vous informer sur votre télévision. Bienvenue à ces grands directs à la une de l'actualité. Au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, les bilans de la nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF à Mukondi et Kirindera, les villages de la chefferie de Bachou, dans les territoires de Beni, et des 50 morts selon l'armée. Et d'après d'autres sources concordantes, ces assaillants ont enlevé des personnes et emporté plusieurs biens. Une situation qui a poussé la société civile locale à décréter 2 jours de deuil national à dater de ce lundi 13 mars. Et au Kasaï central, le gouverneur de province a procédé ce week-end à la remise d'un lot de bancs aux écoles secondaires de la ville de Kananga. Ceci s'inscrit dans le cadre de la campagne « Pas une école sans banc ». Et puis lutter contre les déboisements ainsi que les réchauffements climatiques est l'objectif poursuivi ce lundi 13 mars par la direction provinciale de l'assainissement qui a procédé à l'opération de reboisement au village à Mupanja, contrée située à quelques kilomètres de Kolwezi. Léo Kingu était notre témoin sur place. Il nous donnera plus de détails dans ces grands directs. À toutes et à tous, bienvenue. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour vous informer. Bienvenue à ces grands directs. L'Assemblée nationale angolaise se réunira cette semaine pour examiner la possibilité d'envoyer des troupes de l'armée angolaise dans l'est de la République démocratique du Congo voisine. L'information a été confirmée à l'agence angolaise de presse par la présidente du Parlement. Suivez ces récits d'Eleo Kingu. L'Assemblée nationale angolaise va examiner la proposition d'envoi des forces armées angolaises FAA dans l'est de la RDC meurtrie par les terroristes du M23. L'information a été confirmée par Carolina Cerquerin, présidente de cette assemblée monocamérale réunissant 223 députés au total, citée par l'agence angolaise de presse. Ce contingent, dont l'effectif n'est pas encore connu, aura pour mission la sécurisation des zones où sont censés être cantonnés les combattants du M23. Elle protégera également les membres du mécanisme ad hoc de vérification décidé par le processus de Luanda. À la tête de ce contingent, le général angolais Massone Joao qui se chargera de vérifier les accusations que se portent mutuellement la RDC et le Rwanda. Le président Joao Lourenço dirige actuellement la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, et est également le médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Il se trouve également que le diplomate angolais Joao Samuel Kaolo est le secrétaire exécutif de la CIRGL. Et puis le comité de pilotage du programme de développement des 145 territoires a été reçu ce 12 mars à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde pour faire le point sur l'évolution de travaux. Il ressort de ces échanges que les premières infrastructures seront livrées à partir du mois d'avril. Les propos de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a été choisi pour vous, une fois de plus, par Léo Kingu. Nous venons de finir 3 heures de réunion avec le Premier ministre dans le cadre du comité de pilotage. Comme vous le savez, depuis le 12 janvier dernier, le président de la République avait pris une ordonnance qui organise le programme de développement local de 145 territoires. Et nous avons eu l'occasion d'avoir le premier rapport des différentes agences. Et c'est franchement surprenant que vous dites que vous ne voyez rien. Ça veut dire que le volet de la communication n'a pas encore été bien perçu. C'est l'un des points sur lesquels nous avons discuté. Aujourd'hui, les agences ici représentées pourront brièvement vous dire ce qu'ils ont déjà pu faire, mais les grands travaux ont déjà commencé. Il y a même des premiers ouvrages qui pourront être livrés dès les mois prochains. Il s'agit principalement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. On a beaucoup discuté sur les routes, des dessertes agricoles. Il y a 38 000 qui doivent être faits dans le cadre de ces projets. Là aussi, il y a des premiers acomptes qui ont été versés par le gouvernement. On a discuté de l'interconnectivité de ces routes avec les routes d'intérêt provincial et même d'intérêt national. C'est dire que tous les pays est en chantier et dès la semaine prochaine, vous pourrez avoir tous les détails sur les images, sur le travail qui est fait à la fois par le Bureau central de coordination, CFF et PNUD. Voilà. Nous avons déjà lancé les travaux pour la construction de 313 infrastructures, dont 189 écoles, 124 centres de santé dans nos 48 provinces. Nous venons aujourd'hui, je crois que les images continuent déjà à circuler, nous montrons au public ce que nous sommes en train de faire à l'intérieur. Maintenant, nous venons de signer des contrats avec 70 PME
pour 731 infrastructures qui vont descendre maintenant dans le territoire pour pouvoir aussi lancer les travaux. Quant à nous, la CFF, nous avons fait le point sur l'exécution physico-financière des activités qui se déroulent dans nos 7 provinces, qui représentent 43 territoires. Globalement, les travaux ont été lancés sur tous les chantiers et les premières réceptions, nous devrons les avoir vers le mois de mai. Et les dernières infrastructures seront livrées en juillet 2023. Concernant les voies de desserte agricole, toutes les études sont achevées. Nous avons présenté à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, tout le rapport de ces travaux. Ce que nous attendons maintenant, c'est le go, l'accord, pour que nous puissions lancer des dossiers d'appel d'offres. Voilà. Alors que la situation sécuritaire reste critique à l'est de la République démocratique du Congo, suite à l'agression rwandaise via les M23, le résultat lié aux actions de la MONUSCO sur les terrains en tant qu'une force d'appui au maintien de la paix reste moins satisfaisant et les avis des analystes de la question divergent. Cette force onusienne et plutôt l'option de l'exclure a été adoptée par un analyste. Par contre, l'autre soutient l'indispensabilité de cette présence de cette force aux côtés d'une force de sécurité. Suivez. Pour Théo Mafo, analyste des questions politiques, la RDC ne doit compter que sur son armée pour la restauration de la paix, car, 20 ans durant, les résultats de la MONUSCO sur les terrains sont loin d'accorder les avis sur leur satisfaction. La MONUSCO ne joue qu'un rôle de figurant. La MONUSCO, voyez-vous, ça fait 20 ans. C'est une des grandes missions qu'on n'a jamais connues sur cette terre. Et ils sont là à ne rien foutre. Ils sont parce qu'il y a des grandes puissances qui sont derrière. Voyez-vous. Tous les multinationales sont là-dedans. Ceux qui exploitent les minéraux, le pétrole, les ressources. Et le Congo est convoité par ça. Avis non partagé par Joseph Mouland, qui estime inéluctable la présence de la force de la MONUSCO dans la quête du maintien de la paix. Il est impossible de pouvoir travailler vous-même sans la collaboration avec la communauté internationale. La collaboration ou la coopération multilatérale ou multidimensionnelle peut ou peuvent exister lorsque vous estimez que nous pouvons avoir du secours dans tel domaine, domaine économique, domaine sécuritaire et autres. Toutefois, il faudra simplement surveiller cette force onusienne dans l'exercice de sa mission, qui est celle de collaborer avec les forces armées et non d'attaquer. D'autant plus que la MONUSCO ne vient pas combattre en faveur de la RDC, mais la MONUSCO est là pour, n'est-ce pas, nous aider à maintenir la paix. Ce qui est évident, on ne doit pas s'attendre tout à la MONUSCO, on ne peut pas non plus exclure la MONUSCO sur notre territoire, mais nous devons surveiller les faits et gestes de la MONUSCO et pour permettre aussi à la MONUSCO de rester dans les limites de son pouvoir. Théo Mafo a par ailleurs invité les Congolais à comprendre qu'ils sont eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Nous devons compter sur nous-mêmes. Le président Kabila l'avait dit. Ne croyez pas que l'Occident viendra reconstruire le Congo. Et ils l'ont même dit que vous devez aussi fournir des efforts. Ne comptez pas sur la communauté internationale pour résoudre vos problèmes, mais non. Nous avons des bras. Voyez-vous, nous avons le cœur, nous avons des têtes, nous avons des cerveaux. Nous avons l'armée. Kabila a chassé ces gens-là, et non pas avec la communauté internationale. Bien entendu, la MONUSCO nous a aidés. Je crois que ce qui compte dans une guerre, dans la défense de la patrie, c'est la détermination. Puisque la question sécuritaire reste préoccupante, la restauration de la paix n'est pas le seul apanage du chef de l'État, ni de la communauté internationale, mais de tous, ont estimé ces analystes. Et dit en titre les bilans de la nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF à Mukondi et Kirindera, le village de la chefferie de Bachou dans les territoires de Beni, et selon l'armée, des 50 morts. Selon les sources de la région, ces assaillants ont enlevé 2 personnes et emporté plusieurs biens. Mouindo Voulois, bourgmestre de la commune de Kyondo, note que les fouilles se poursuivent, ce qui pourrait alourdir le bilan. La société civile a à cette fin décrété 2 jours de deuil national à compter du lundi 13 mars. Suivez. 2 attaques menées par les ADF au village des Mukondi et des Kirindera mercredi 8 mars ont causé la mort d'au moins 5 civils et de dégâts matériels importants.
La société civile de la chefferie des Boucha dans le Nord Kivu a décrété 2 jours de deuil à partir de ce lundi 13 mars en hommage aux personnes tuées la semaine dernière par le ZADF dans ces régions du territoire de Béni. Ce premier jour de deuil a été largement observé par la population de différentes agglomérations de la chefferie des Boucha, renseignent certaines sources locales. Selon Roger Wangev, président de cette organisation, les activités socio-économiques sont à l'arrêt durant cette période, à l'exception de centres de santé, écoles et pharmacies. Carlin Zanzouka Sivita, ancien gouverneur du Nord Kivu, indique que le territoire de Béni a été encore ensanglante ce petit matin à Kirindera, 6 km de Kyondo, par des présumés ADF selon la population. Bilan provisoire pour ce matin, 19 personnes tuées, un centre de santé incendié et un hôtel. Tous ces grands villages autour du parc ont besoin d'une couverture sécuritaire, a-t-il ajouté. D'une province à une autre, le gouverneur de la province du Kasaï central a procédé ce week-end à la remise d'un lot de bancs aux écoles secondaires de la ville de Kananga. Ceci s'inscrit dans les cadres de la campagne Pas une école sans bancs. Ces bancs sont fabriqués grâce aux frais de fonds provincial pour l'éducation qui paye chaque élève, fixé à 5 000 francs congolais par trimestre. L'école technique professionnelle de Katoka a servi de cadre à la remise symbolique de ces bancs. Retrouvons Solène Toumamoufika, notre correspondant, qui nous en parle. La gratuité de l'enseignement rendue possible par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a permis à tous les enfants à l'âge scolaire et ceux issus des familles démunies d'avoir accès à l'école. Les conséquences de cette gratuité se manifestent par le surpeuplement des enfants dans des salles de classe, ce qui a créé la carence criant en banc pupitre, car certains étudient à même les sols. Pour contourner cette difficulté, le gouvernement provincial du Kasaï central, à travers le conseil provincial de l'éducation, décide de tendre la main aux parents en vue de l'accompagner à travers les fonds provinciaux de l'éducation fixés à 5 000 francs congolais par trimestre, lesquels a permis à produire un important lot de bancs pupitres remis ce jour aux écoles du secondaire. Au total, nous avons dénombré une trentaine pour la ville de Kananga. Il s'agit des collèges Saint-Louis, conventionné catholique, Institut littéraire de Kele-Kele, école non conventionnée, 30 bancs pupitres, complexe scolaire du Kajanzambi, école conventionnée protestante, 30 bancs pupitres. John Kabea Shikayi, gouverneur du Kasaï central, a de prime abord remercié le parent ayant compris son appel pour sauver l'éducation des enfants. Quelques parents que je remercie en ayant souscrit à la demande du gouvernement provincial. Nous voici aujourd'hui devant une quantité considérable de bancs qui constituent les premiers lots de bancs pupitres que nous allons remettre à titre symbolique aux écoles secondaires bénéficiaires de ces dons. Le bénéficiaire direct de ces bancs, à leur tour, n'ont pas manqué de mots à l'initiateur de ce projet. Avant de clore notre propos, nous nous engageons ici solennellement à protéger et à garder jalousement ces bancs pupitres que nous recevons ce jour, afin qu'ils servent le plus longtemps possible aux générations futures. Il faut noter que ce premier lot est constitué de 1200 bancs pupitres qui concernent en premier temps les écoles de la ville de Kananga. Et puis le commissaire du tourisme, Dr Joseph Chimwanga, a effectué sa tournée d'inspection dans les chantiers en cours vendredi 10 mars 2023. Il était sur le site monument du soldat inconnu où les travaux d'embellissement sont en exécution. Une initiative soutenue par le gouvernement dans les buts de faire ces secteurs un deuxième pilier de l'économie de la province sous la grande initiative du président de la République. Suivez les détails dans ce téléma de reportage. Très assigné à la mission lui accordée par l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini, de faire le tourisme un deuxième pilier de l'économie de notre province, le commissaire du tourisme a effectué sa tournée d'inspection. Le docteur Joseph Chimwanga a personnellement visité le monument du soldat inconnu où les travaux ont déjà débuté. Accompagné de quelques membres de son cabinet, il a eu des explications claires par l'entrepreneur de ces chantiers en cours. Plantation de la pelouse, canalisation d'eau et bétonnage sont visibles. L'aménagement des sites touristiques s'inscrit dans la logique de diversifier l'économie nationale, vision prônée par le président de la République.
et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ses interventions, les commissaires renseignent que ce site, monument du soldat inconnu, n'est pas un cimetière, plutôt qu'un endroit significatif des soldats qui étaient tombés dans la guerre de 80 jours. Les enfants, tout comme les adultes, pourront lire l'histoire, se divertir et savourer un café de jus sucré dont l'objectif est d'attirer les touristes locaux, nationaux et internationaux. Celui qu'on appelle par les intimes Tim Hoston a terminé sa tournée à la place du rond-point de l'indépendance ex-Malou où d'autres décorations sont projetées. Et c'est dans l'objectif de lutter contre les déboisements ainsi que les réchauffements climatiques que la direction provinciale de l'assainissement a poursuivi ce 13 mars à l'opération de reboisement en province. Cette fois-ci, c'est le village à Mupanja qui a été choisi pour cette opération. Léo Kingu était notre témoin sur place et nous en parle. C'est au village Mupanja à plus de 30 km de Kolwezi que cette opération qui avait déjà été lancée à Kolwezi s'est poursuivie. D'abord au marché central où Ilunga Wycliffe, directeur provincial adjoint de l'assainissement, représentant le directeur provincial empêché, a procédé à la sensibilisation des vendeuses sur l'importance du reboisement. Il a aussi rappelé dans son mot que cela rentre dans le programme des autorités nationales et provinciales. C'est un programme national initié par le chef de l'État, réglé en province par madame le gouverneur Mama Fifi Masuka et mis en exécution par la direction provinciale de l'assainissement qui vient accompagner la province dans cette opération de reboisement. Le choix de cette contrée est justifié par le déboisement pratiqué ici ces derniers jours, mais aussi par le fait que le Lualaba n'est pas seulement la ville de Kolwezi. Le choix de Lualaba Mupanja nous sort de la ville, parce que le développement du Lualaba, ce n'est pas seulement la ville. Ici, nous sommes déjà dans le territoire de Muchacha. Nous avons choisi de venir ici. Et puis ici, nous avons constaté que la cité ici de Lualaba, que je n'ose plus appeler village parce qu'elle est en développement, n'a pas assez d'arbres, surtout le long de la route ici. Les plantules du jacaranda ont été également mises en terre dans plusieurs autres sites stratégiques comme l'hôpital général de la place, les écoles primaires Imani et Kimbanguiste. Parlons infrastructure dans ces grands directs. Réception provisoire d'un saut de mouton par le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Célestin Machata Kayembe. L'ouvrage est construit par l'entreprise chinoise Comus SA sur l'axe Chipuki, Musonoy et Kapata en vue de permettre l'évacuation des produits miniers de la mine d'exploitation à l'usine de traitement de cette entité économique et laisser la libre circulation des autres usagers de cette route d'intérêt général. Regardez. En vue de permettre l'évacuation des produits miniers de la mine d'exploitation à l'usine de traitement de l'entreprise Comus SA, sur autorisation du gouvernement provincial du Lualaba, cette dernière a construit un seau de mouton d'une capacité de 125 tonnes, mesurant 13 mètres de largeur et 22 mètres de longueur, à Musonoy, au niveau de première barrière de l'entrée principale dans les installations de cette entreprise minière. Pour certifier la qualité de cet ouvrage, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Célestin Machata Kayembe, a réceptionné d'une manière provisoire ces seaux de mouton, accompagné de ses collaborateurs et les directeurs techniques de la province en présence des représentants de cette firme chinoise, ce qui donne une libre circulation aux autres usagers sur cette voie qui constitue l'entrée principale des cités de la Gécamine Musonoy et Kapata. Après quelques observations du patron des infrastructures au Lualaba, l'entreprise pourra exécuter ses recommandations et remarques dans un bref délai. Comus est un grand partenaire de la province du Lualaba. Compte tenu des difficultés qu'ils avaient pour prendre leurs produits de la mine jusqu'à l'usine d'exploitation, ils avaient demandé à la province qu'ils puissent construire un seau de mouton que vous voyez derrière moi. Et dans ce genre de travaux, le ministère des infrastructures les accompagne. C'est ainsi que nous avons chargé la direction technique afin d'accompagner l'entreprise jusqu'à la fin des travaux de l'ouvrage. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour la réception provisoire. Et pour faire cette réception provisoire, nous devons voir. Il y a certaines recommandations que nous avons formulées à l'endroit de l'entreprise, quitte à elle de le respecter afin qu'il y ait une réception définitive. La province du Lualaba, sous le leadership de Fifi Masuka, travaille dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout dans le domaine des infrastructures, pour fluidifier la circulation de la population dans un bon sens.
Et puis en tournée pastorale dans les paroisses de son diocèse, l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi, s'est rendu ce dimanche 12 mars à la paroisse Saint-Pascal-Baïlon de la cité Gécamine Lulou. Le pasteur de l'église catholique de Kolwezi a été accueilli par nombreux chrétiens qui l'ont vu pour la toute première fois. Teddy Dizamba et Emmanuel Katende pour plus de détails. Poursuivant sa visite dans les paroisses de son diocèse, l'évêque Richard Kazadi a visité ce 12 mars, troisième dimanche de Carême, la paroisse Saint-Pascal-Baïlon de la cité Gécamine Bulou. Le prélat catholique a présidé la célébration eucharistique à laquelle plusieurs chrétiens catholiques de cette partie de la province ont pris part. Dans son homélie, le pasteur de l'église catholique de Kolwezi a exhorté les fidèles à chercher la délivrance en Christ. Kitu ya kwanza, wazo ya kwanza, mafundisho ya kwanza yenye neno la Mungu ya leo napenda kutupatia ni kujitambua sisi peke. Les Écritures d'aujourd'hui nous renvoient à reconnaître que nous sommes pécheurs. La vie de pécheur, c'est de vivre loin du Christ. Nous devons nous reconnaître pécheurs et revenir chercher la délivrance dans le Christ. C'est ça être chrétien. Zambi ni kuishi mbali na Mungu. Zambi ni kumtupia Mungu mkongo. À la fin de la célébration, les paroissiens et leur curé, l'abbé Gérard Mbaye, ont offert des présents à leur hôte de marque, l'évêque de Kolwezi. Et puis la CENI Lualaba a annoncé le vendredi 10 mars dernier la prolongation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Du jour de rattrapage ont été rajoutés suite aux nombreux défis techniques enregistrés lors de ces opérations et même l'engouement des requérants constatés dans les différents centres d'inscription. Suivez les détails avec le secrétaire exécutif de la CENI Lualaba, Jean-Paul Chikinda. Compte tenu de nombreux défis auxquels la CENI a fait face lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle, 10 jours supplémentaires ont été ajoutés à l'expiration du délai de 15 jours prorogé par la centrale électorale. Pour Jean-Paul Chikinda, secrétaire exécutif de la CENI Lualaba, ceci permettra aux requérants qui ne se sont pas encore fait enrôler de s'acquitter de ses devoirs civiques. Avec les jours qu'on a pu donner, nous n'avons pas pu absorber tous les requérants, les électeurs qui se présentent dans les centres d'inscription. Alors, nous avons fait les rapports à la hiérarchie, compte tenu des délais, compte tenu de certaines pannes que nous avons connues, compte tenu de l'engouement qu'on est tenté de constater devant les centres d'inscription. Heureusement que la hiérarchie nous a compris et nous a ajouté 10 jours de rattrapage pour tous ceux qui ne se sont pas encore enrôlés, qu'ils les fassent. Pour lui, ces rallongements de l'opération est dû simplement à l'engouement constaté dans les centres d'inscription, mais aussi les pannes techniques enregistrées sur les machines. Par là, les pannes de machines, mais qui sont toujours prises en charge par les techniciens que nous avons ici. Nous avons aussi quelques difficultés, les cartes qui s'épuisent, qu'on est tenté d'alimenter parce que nous avons reçu encore les stocks, par exemple les F01, les fiches que nous avons. Et nous essayons d'alimenter à chaque fois qu'il y a rupture. Au-delà de ces 10 jours de rattrapage, la CENI doit recourir à la distribution des jetons aux requérants qui vont traîner les pas, mais qui du moins vont se présenter dans les centres d'inscription. Si on arrive le 20 et que les gens ne se sont pas encore enrôlés, ceux qui n'ont pas encore eu les cartes ils doivent se présenter devant les centres d'inscription pour avoir les jetons que nous allons distribuer. Afin de tout enrôlés. Tous ceux qui auront des cartes, les jetons, seront enrôlés. Donc jusqu'au dernier électeur qui doit avoir les jetons. Malgré quelques difficultés rencontrées, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se porte à merveille dans la deuxième ère opérationnelle, a fait savoir Jean-Paul Chikinda. Et notons que cette période de rattrapage accordée par la centrale électorale va du 10 au 20 mars prochain.
Et depuis près d'un mois, le gouvernement provincial est venu à la rescousse de la population de la cellule Ewabora du quartier Kanina à travers les travaux de remblayage des gigantesques ravins formés dans cette partie de Kolwezi. La population a salué cette initiative qui tend à sauver les nombreuses maisons en danger. Cependant, elle émet certaines suggestions quant aux matériaux utilisés qui risquent d'être submergés par les eaux de pluie. Oscar Kalamba et John Sindiye pour plus de détails. Comparativement au constat fait le 17 février passé, les travaux de remblayage de ces géantes têtes d'érosion ont connu une progression. Certaines des maisons qui craignaient le pire sont presque épargnées. D'autres parcelles, par contre, perdent quelques mètres du fait de la tombée de pluie de ce vendredi 10 mars. Ses habitants saluent les travaux abattus par la province. Ils ont commencé de l'autre côté et nous disons merci pour cette volonté. Toute la population est contente de cette initiative. D'autres, par contre, remettent en cause la qualité du matériau utilisé, dont le remblayage, et proposent certaines stratégies pour stopper l'évolution de ces ravins qui ont englouti 3 avenues. Ces genres de caillasses ne peuvent résister pour la fondation d'une maison. Ils peuvent chercher des moellons pour une bonne endurance. Ils sont partis de l'autre côté alors qu'ici il y a une progression. Nous suggérons qu'il y ait même 2 équipes pour un travail rapide. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, il y a affaissement du sol. Ces têtes d'érosion ont pris une taille inquiétante après l'arrêt des travaux initiés en septembre 2022. La population espère pour cette fois la fin complète des travaux qui ont débuté en février dernier. Et puis il s'observe depuis près de 4 jours une hausse vertigineuse et spectaculaire de la farine de maïs, aliment des bases pour la majorité de populations locales. Chez les détaillants, un sac de 25 kg revient à 70 000 voire 75 000 francs congolais, tandis que chez les grossistes, le prix se négocie entre 55 000 francs congolais. Cette situation impacte négativement sur le panier de la ménagère. Les détails, c'est dans ce reportage d'Oscar Kalambay. Au centre-ville commercial de Kolwezi, il est difficile de voir les sacs de farine comme les mois précédents. C'est à peine que certains sont visibles, mais avec des prix parfois non affichés. Pour la plupart des Lualabais, cette situation devient de plus en plus intenable à cause de la cherté de la vie en général, l'État congolais ne parvenant pas à faire de planification. Étant congolais pour se rassasier, il faut manger les bokari. Qu'on diminue les prix de la farine, nous souffrons pas mal. Les grossistes cachent même certaines denrées alimentaires. Les prix sont cachés. Nous partons négocier seulement avec les patrons de ces magasins pour qu'on paye. Que le président de la République agisse, sinon ça ne va pas. Pour les transporteurs de cette denrée alimentaire, le Lualaba ne produit plus et dépend donc largement du Haut-Katanga. Le coût est évalué à 22 $ alors que le sac se négociait à 10 $ américains il y a quelques semaines. Que l'on n'introduise pas la politique dans la farine, pourquoi on a fermé la frontière avec la Zambie alors qu'on a besoin de cette denrée? Là, c'est le Lubumbashi qui fait les ravitaillements à 22 $ les sacs. Cette situation aurait pu être évitée grâce au partenariat public-privé initié en 2019 dans la province du Lualaba. Pour rappel, cette résolution avait produit ses premiers fruits avec la production de la marque de farine Kanengia qui avait permis de maintenir les prix face à la concurrence. La réaction du commissariat provincial de l'économie, quant à elle, se fait toujours attendre. Et voilà qui met un terme à ces grands directs sur votre télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes.